Alors j'espère dans cette intervention répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées depuis ce matin, modestement. Ma réflexion, elle part du fait que le monde entier s'accorde sur l'existence de défis. Effectivement, changement climatique, protection de l'environnement, cette évidence empirique dont parlait Chantal Delsol ce matin. Et on voit que les réunions comme la COP réunissent des pays du monde entier dans cette optique-là. Donc il y a des défis effectivement auxquels il faut répondre. Mais pour la plupart des pays du monde, il est hors de question de le faire au prix de la croissance, de l'enrichissement, du développement. Donc il y a toujours cette idée qui est qu'on va bien trouver des solutions. Et j'ai envie de dire que c'est la réaction normale de l'humanité depuis le début, ça. Nous aussi, on était comme ça avant, en Europe et en Occident, parce que ce problème de l'écologisme, finalement, effectivement, comme idéologie un peu stérilisante, c'est quelque chose de très, très occidental et surtout européen. C'est peut-être la partie la plus européenne des États-Unis qui nous suit là-dedans. Et en fait, c'est ça que je voudrais interroger. Donc je disais avant, nous aussi, on était comme les autres pays, encore les Indiens, les Chinois, tous ces pays qui croient toujours qu'il est possible de faire ce qu'on dénonce en Europe comme du technosolutionnisme, c'est-à-dire le fait de trouver des solutions techniques à des problèmes. En 1898, vous aviez William Crookes, qui était un éminent chimiste britannique, qui prédisait que la demande des composés azotés, qui était la composition des engrais, ferait qu'il y aurait des pénuries, que les rendements agricoles qui avaient permis l'explosion démographique du 19e siècle ne pourraient pas être maintenus, et donc que la civilisation succomberait à des famines. Il faut savoir en effet qu'à l'époque, les engrais de synthèse, ça n'existait guère. On en faisait quelques-uns dans des usines à partir du coke, mais ça coûtait extrêmement cher. Et les 2/3 de l'approvisionnement mondial en engrais, ça venait des mines du Chili qui exploitaient le salpêtre du sol. Et comme ces mines avaient tendance à s'épuiser, on disait que les besoins mondiaux ne seront pas remplis et donc tout va s'effondrer. Donc le monde était destiné à mourir de faim. Et la population, c'était ce qui était prévu, à régresser finalement à ce qui avait été les niveaux soutenables par les moyens existants et sans engrais de ce qu'on appelait l'agriculture vivrière avant. Et le chimiste allemand, Fritz Haber, a lui inventé un procédé qui a été ensuite systématisé par M. Bosch, d'où le nom de procédé Haber-Bosch, procédé industriel qui permettait de synthétiser l'ammoniac en grande quantité et à bas coût. Et le problème était réglé, parce qu'à partir de là, on a fait ça, et c'est ce qu'on fait depuis, et de l'engrais, on n'en a pas manqué depuis un siècle. Bon, ça a valu à Fritz Haber le prix Nobel de chimie en 1918, qui a été un peu controversé, parce qu'entre-temps, il avait inventé les armes chimiques dans le cadre de la Première Guerre mondiale, mais on essaiera de ne pas se souvenir de lui pour ça. Donc l'idée, c'est que l'essentiel du monde pense encore comme ça. Mais nous en Europe, on a tendance à plus penser comme ça. Alors la crainte malthusienne, cette crainte comme il y en avait une finalement au début du XXe siècle, c'est un invariant de l'histoire humaine et c'est même tout à fait normal parce qu'on a été programmé par l'évolution et c'est ça qui nous a permis de survivre en fait comme espèce organisée, en particulier depuis qu'on est civilisé, pour anticiper ce qui pourrait mal tourner. C'est-à-dire qu'on vient d'un continent, l'Afrique, où en gros on avait à manger toute l'année et puis on s'est installé dans des continents où souvent on n'avait pas à manger l'hiver. Et ce qui nous a permis de survivre, c'est d'être capable d'anticiper, déjà de survivre aux périodes pendant lesquelles on manquait de nourriture. Et pendant la majorité de l'histoire humaine, les difficultés à surmonter n'étaient pas très compliquées à trouver. Jusqu'à il y a 2 siècles, les famines, les épidémies, les catastrophes, c'était extrêmement régulier. Donc dans un monde instable, c'est un élément de psychologie, si vous voulez, qui est une aide à la survie. Le problème, c'est que nous vivons, et en particulier dans l'Occident et en particulier en Europe, nous vivons dans le monde qui a probablement été le plus stable depuis le début de l'humanité. En particulier depuis la révolution industrielle, puisqu'avec l'invention de l'électricité, même le cycle jour-nuit est devenu quelque chose à quoi on peut échapper. Et donc on est historiquement dans une période qui est plus ou moins la période la plus longue où il ne se passe rien, ou pas grand-chose. Donc il y a très peu de risques catastrophiques d'extinction. Et ça crée, ça sans doute, un manque dans notre perception du danger. On vit actuellement ce qu'on appelle la longue paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'on constate, et en particulier encore une fois en Europe, c'est qu'on a en quelque sorte l'abondance malheureuse. C'est ça, ce qui caractérise particulièrement les sociétés occidentales et en particulier l'Europe, c'est qu'on a cette abondance malheureuse. Alors il ne s'agit pas évidemment uniquement d'inventer des faux problèmes. Encore une fois, je l'ai dit, ces problèmes, ils existent. En revanche, ce qui est particulièrement intéressant et ce qui est particulièrement frappant, c'est que de plus en plus,
on refuse, et c'est ça le problème de l'écologisme souvent dont on parle aujourd'hui, on refuse l'idée de solutions techniques. C'est comme si, face à la synthèse de l'ammoniac par Fritz Haber, on avait dit oui, mais c'est dangereux, on ne sait pas, ça risque de déséquilibrer les sols, donc le mieux, ce serait de diminuer la population pour revenir à des niveaux soutenables. En fait, c'est ça l'idée logique. Et donc, il y a un véritable changement de mentalité par rapport au problème qui s'est imposé, et je crois que ce qui caractérise le plus le problème de l'écologisme, c'est pas tellement la peur de perdre l'abondance, c'est l'idée que l'abondance elle-même est de plus en plus vue comme un danger. D'où toute la pensée décroissantiste, voire éventuellement un danger existentiel. Alors c'est évidemment à des degrés divers, hein, tout le monde ne milite pas chez Extinction Rébellion, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même une grosse partie de la population qui, sans être terrifiée par la perspective de l'effondrement, est préoccupé ou culpabilise par le fait d'avoir une vie dans l'abondance. C'est une question qu'on se pose toujours. Ça fait partie de lieu commun de la discussion. Les gens, c'est vrai, qu'est-ce qu'on gaspille quand même, etc. C'est devenu une habitude et ça produit une espèce de mal-être collectif. Et je pense que c'est ça la spécificité de ce qu'on appelle donc aujourd'hui l'écologisme et que je distingue de l'écologie, parce que l'écologie, encore une fois traditionnelle, c'est effectivement le fait de faire attention à l'environnement et de trouver des solutions pour en maintenir la viabilité. Alors à ce stade, ça peut avoir l'air, ce que je dis, un petit peu de blabla, voire pire, de jugement de valeur sur des modes de pensée. Mais ce n'est pas juste une analyse psychologisante, ça rejoint en fait les résultats de travaux de comportement collectif sur les effets de l'abondance sur les mammifères. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expérience de Calhoun, le cloaque comportemental, non, vous ne connaissez pas. Alors c'est très intéressant, c'est une expérience qui a été faite en 1958 par un éthologiste britannique qui s'appelait John Calhoun, et qui consistait à se poser la question de savoir qu'est-ce qui arriverait à une population de rats si elle avait à manger autant qu'elle veut. C'est ça le résumé de l'expérience. Donc on fait un enclos, on y met une toute petite colonie de rats, ils sont quelques-uns au début, et on laisse la population augmenter, jusqu'à des centaines d'individus, toujours dans le même enclos, qui divise en 4 parts. Et on les laisse s'accroître librement, on leur donne à manger, et puis on voit ce que ça donne. Et ce qu'a constaté Calhoun, son article scientifique là-dessus date de 1962, c'est que la population libre de s'accroître dans un espace délimité se met à développer des comportements très anormaux qui, in fine, mènent à l'effondrement de la population. Alors, c'est très très intéressant à regarder. C'est-à-dire que d'abord, vous avez une chose, c'est que ce phénomène de surpopulation, les rats ont tendance à s'entasser en grand nombre dans l'enclos où il y a la nourriture, même quand ils ne mangent pas, ils restent là. C'est-à-dire qu'ils s'entassent tous dans les mêmes endroits. C'est une espèce d'équivalent de phénomène de l'urbanisation chez l'homme, c'est-à-dire on va s'entasser là où il y a la nourriture, où c'est facile de s'approvisionner. Et vous avez des rats donc, qui se rassemblent et qui cessent pratiquement de manger seuls. Vous en avez certains qui ne mangent que quand ils voient les autres manger autour d'eux. Et vous avez donc une surpopulation qui se fait à cet endroit-là, et dans les autres enclos, la population devient très clairsemée. Mais le plus intéressant, c'est ce que ça donne au niveau reproductif. Vous avez de plus en plus de rats qui sont incapables de mener leur grossesse à terme, ou bien qui meurent en couche, et encore plus nombreuses sont celles qui ne s'occupent absolument pas des petits une fois qu'ils sont nés. C'est-à-dire qu'en gros, ils meurent assez rapidement. Et le fait est qu'on s'aperçoit qu'à la fin, on arrive à un taux de mortalité des petits rats de 96%. C'est comme ça que la population finit par s'effondrer. Du côté des mâles, vous avez des problèmes de comportement qui vont de la déviation sexuelle, c'est-à-dire la sexualité totale chez un certain nombre de mâles, la multiplication des comportements homosexuels chez les rats et des comportements de sexualité qui mêlent également du cannibalisme. Vous avez l'hyperactivité frénétique d'une partie de la population qui ne s'arrête jamais de bouger, et vous avez le retrait pathologique d'une autre partie de la population des rats qui se prostre dans un coin et qui refuse de bouger et d'en sortir, et qui se déplace uniquement pour aller boire et manger pendant que les autres dorment, c'est-à-dire qu'ils ne sortent qu'à la nuit pour aller manger. Donc je vous disais, à la fin, donc ça fait jusqu'à 96% de taux de mortalité de population, et une structure qui s'effondre. Alors bien sûr, on peut dire, et d'ailleurs c'est souvent l'argument des gens qui critiquent cette expérience, dans son applicabilité à lui-même, parce que bon, en soi c'est pas très contestable, ça a été reproduit, le fait de voir ce que ça donnait avec des rats, mais c'est de savoir si ça peut s'appliquer aux sociétés humaines, parce que naturellement on est habitué, et on aurait tendance à dire, oui, mais les hommes ne sont pas des rats. Sauf que le problème, c'est que vous observez une similarité extrême des sociétés, alors en particulier occidentales, mais c'est simplement parce qu'on est des sociétés qui sont en avance sur le reste du monde en matière d'urbanisation et de concentration urbaine notamment. Et précisément, ça rejoint ce qu'on observe chez les rats. Quand vous regardez les problèmes de la sexualité chez les jeunes, notamment par exemple au Japon, où ça joue énormément, où il y a quasiment plus de sexualité chez les jeunes, en Corée du Sud non plus, il y a d'énormes problèmes comme ça.
La diminution des comportements sexuels en Europe aussi s'est multipliée. Si vous regardez, c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais en fait, toutes les libertés sociétales depuis, on va dire, l'an 2000, grosso modo ça, peut-être un peu avant, ressemblent aux effets du cloaque comportemental sur la sexualité des rats. C'est-à-dire que ce sont des choses qui tendent à la stérilisation de la société, pour l'essentiel. C'est-à-dire que ce soit la promotion des unions homosexuelles, que ce soit la multiplication de l'avortement, mais surtout les politiques dénatalistes maintenant, où on voit de plus en plus de discours qui appellent au refus d'enfants, à ne pas faire d'enfants pour la planète, etc. Mais même tout ce qui est le changement de sexe, dont on n'entendait pas parler il y a 20 ans, on entend parler beaucoup, qui en fait a pour effet la stérilisation. Les hommes qui se font des vasectomies aussi, on en voit souvent parler dans la presse. En fait, si vous regardez tout ça, vous retrouvez des comportements qui se dirigent en fait vers la stérilisation. Ça qui est très intéressant. Et donc, un certain nombre d'évolutions sociétales comme ça s'apparentent à ce qu'on voit dans ce problème des sociétés de rats. Donc, moi, ce que je considère, c'est qu'à partir du moment où on voit qu'effectivement, les mêmes causes d'abondance provoquent les mêmes effets sur les sociétés humaines que sur les sociétés de rats, ça renverse un peu la charge de la preuve, et c'est plutôt à ceux qui disent qu'on ne peut pas faire le parallèle de prouver pourquoi ça ne marcherait pas. Donc c'est pour ça que je partirai un petit peu de ça. Et donc l'idée, c'est quoi, l'enseignement de ça? En fait, tout se passe comme si, en situation d'abondance prolongée, nos instincts de mammifères, donc les rats comme les êtres humains, nos instincts de gestion de l'environnement, parce qu'on en a, devenaient en fait fous. Et donc une bonne partie de la population devient en quelque sorte névrosée de l'environnement, avec cette obsession, en fait, si vous voulez, que ça ne peut pas durer. On n'est pas programmé pour admettre l'abondance sans limite. Et c'est normal, parce que dans la nature, l'abondance, c'est une situation qui est dangereuse pour une population. Si vous avez une soudaine abondance sur une population, ça va mener à un accroissement de la population. Dans la nature, comme il n'y a pas de régulation, vous arrivez généralement à l'excès des ressources du milieu pour la population, et ça se termine par un effondrement parce que vous avez un appauvrissement du milieu, la surpopulation et la famine. Ça arrive aussi aux sociétés humaines. Vous regardez l'histoire de la Chine pendant les 1000 dernières années, régulièrement, il y a des augmentations de population, puis ça redescend parce que ça excède. Il nous est arrivé un peu la même chose, les épidémies de peste au XVe siècle, c'est parce qu'on était arrivé un petit peu au bout, sous Saint-Louis, de ce qu'on pouvait défricher. On a la population qui a beaucoup augmenté et le milieu a du mal à le tolérer. Donc ça s'effondre. Donc on le sait de manière évolutive, j'ai envie de dire, on sait qu'on ne doit pas excéder les ressources du milieu. Et vous avez tout un tas de populations qui ont des modes de vie encore très primitifs. Au XIXe siècle, vous aviez comme ça des tribus de pasteurs dans le centre de l'Afrique qui le savaient très bien, qui pratiquaient l'eugénisme énormément pour éviter que la population humaine ne croisse trop. Et ils pratiquaient aussi l'eugénisme sur leurs troupeaux pour éviter que le troupeau ne devienne trop important pour se nourrir sur le terrain qu'ils avaient et que donc il y ait un effondrement. Donc c'est quelque chose qui est empiriquement assez facile à obtenir. Et ce qui est intéressant avec ce que montre en fait l'expérience de Calhoun, c'est que l'effondrement de population, il survient aussi si l'abondance se poursuit. C'est-à-dire que c'est comme si la perception du danger, du risque que représente l'abondance, provoquait instinctivement de la part du groupe son propre effondrement quasi volontaire à travers des problèmes de reproduction pour éviter le risque de l'extinction totale. Et donc l'idée que j'ai, c'est que nos populations européennes, aujourd'hui, encore une fois européennes étendues, on va dire, sont devenues extrêmement réceptives aux discours qui sont principalement axés sur la décroissance, avec toutes les idées, il faudrait 4 planètes si chaque individu sur Terre voulait devait vivre comme un occidental. J'ai retenu une citation l'autre jour de Sandrine Rousseau, mais c'est bien parce que ça éclaire. C'est très intéressant. Ça a été relayé sur X par France Info. La citation est la suivante, parce que c'est un discours qu'on entend très souvent. Ça. Le nucléaire ne nous conduit pas à revoir nos modes de consommation. Aujourd'hui, la question, c'est comment on diminue la quantité d'électricité que l'on produit. Et vous l'entendez très souvent, ça. Vous l'entendez aussi, par exemple, dans l'argumentaire sur les mégabassines. Souvent, quand vous avez les spécialistes techniques de la question qui viennent vous expliquer les mégabassines qui ont été construites, elles ne piochent pas dans les nappes phréatiques. C'est un endroit où l'eau s'écoule énormément, donc si on ne la retient pas, elle part à la mer de toute façon, etc. Vous pouvez leur donner toutes les explications. En général, l'argument à la fin, c'est « oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une solution qui vise à pérenniser nos modes actuels de consommation, et ça, c'est pas possible parce que ça met la planète en danger, etc. » Donc c'est l'abondance elle-même qui devient le problème, et le problème, c'est d'essayer de pérenniser un système
néfaste. Alors, je disais, donc il faut bien comprendre ça, comment on fonctionne. Même en Occident, toutes les populations ne sont pas réceptives au même niveau à ce discours. Et pour ça, il faut comprendre encore un petit peu élément de psychologie, comment est-ce qu'on réfléchit. Alors, vous le savez peut-être, mais nos cerveaux, ils fonctionnent, vous devez vous en rendre compte, la plupart du temps, on n'est pas conscient. La plupart des choses qu'on fait sont décidées par notre cerveau à notre place. Il y a des tas d'études qui montrent que souvent, quand on croit prendre une décision, en réalité, le processus est terminé dans votre cerveau une fraction de seconde avant que vous ne le formalisiez. Notre cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle des systèmes d'inférence, c'est-à-dire que le cerveau passe son temps à reconstruire le monde qu'il y a autour de vous et à vous en donner au vous conscient une certaine vision. Donc ça a un aspect amusant, c'est toutes les petites illusions d'optique que vous pouvez trouver sur Internet. Par exemple, la photo, vous avez une canette de coca, vous la voyez rouge, mais en fait, il n'y a pas de rouge dans la canette. Vous vous apercevez que c'est votre cerveau qui l'a recomposé. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Et donc le cerveau fonctionne comme ça. Le cerveau humain passe son temps à combler les blancs et à réagir par en fait, ce qu'on appelle des intuitions. Scientifiquement, ce qu'on appelle dans le langage courant une intuition, c'est-à-dire le fait que vous avez une conclusion qui vous arrive, mais vous n'avez pas le raisonnement qui vous amène à ça, c'est juste votre cerveau qui vous dit « moi j'analyse ça comme ça ». En réalité, c'est une convergence du système d'inférence. C'est-à-dire c'est votre cerveau qui analyse les choses et qui dit la solution, ça va être à peu près ça. Et si on doit trouver un terme générique de définition de la croyance, c'est un ensemble d'intuitions consolidées, si vous voulez. C'est la façon, c'est tout un tas de domaines que vous n'avez pas eu le temps d'aller étudier en général, mais vous savez que ça fonctionne à peu près comme ça. Et les êtres humains fonctionnent aussi comme ça, et ça explique en partie ce problème de la peur de l'abondance que j'évoquais avant. Et en particulier, si on regarde les différences de traitement ou d'envisagement du problème à l'échelle européenne. Il y a 2 ans, je suis allé en Pologne en avion depuis mon sud lointain, moi je viens de Toulouse. Donc ça fait un trajet très intéressant parce que vous traversez toute l'Europe de l'Ouest et après vous arrivez en Europe de l'Est. Et comme vous faites un changement par Amsterdam ou par là, vous survolez la mégalopole européenne. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à ce que vous arriviez donc, dans le nord-est de la France, ce que vous voyez en bas, c'est essentiellement du vert, avec quelques agglomérations éparses, un filet, enfin, ça paraît très très net. Donc vous avez la vie humaine qui est coincée au milieu de la nature. Puis ensuite, vous arrivez au-dessus de la mégalopole, et là, ce que vous voyez, alors si vous n'avez jamais pris l'avion à cet endroit-là, vous pouvez essayer de regarder sur Google Earth, mais sans l'effet de perspective que vous avez, c'est moins visible. Vous avez véritablement l'impression contraire, c'est-à-dire que vous avez l'impression que la nature survit au milieu d'agglomérations qui presque se marchent sur les pieds. Et après, quand vous arrivez en Europe de l'Est, vous retrouvez le même genre de paysage que vous avez dans le sud de la France. Quand vous survolez la Cujavie-Poméranie, c'est un petit peu comme si vous survolez l'Ariège. Vous voyez que c'est pas du tout le même sentiment. Donc le rapport urbanisation-nature, si vous voulez, est complètement inverse. Et ça, c'est important parce que ça génère des mentalités et des perceptions du problème radicalement différentes. En particulier, quand vous réfléchissez que dans un pays comme la France, vous avez 50% de la population qui vit sur 90% du territoire. Ça veut dire que les 50 autres pourcents vivent sur 10% du territoire. C'est vous dire le niveau de concentration des populations aujourd'hui. C'est-à-dire que la vision des Européens modernes, elle est nécessairement conditionnée et influencée par leur environnement de vie immédiat. Et d'autant plus que les gens qui dirigent les Européens modernes, c'est-à-dire les élites, le clergé, on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire toute la société scientifique, les universitaires, les médias, eux sont concentrés dans certaines conditions de vie plutôt que dans d'autres, et depuis longtemps. C'est-à-dire les gens qui pensent, en général, sont des gens qui sont urbains. C'est-à-dire ce sont des gens pour lesquels la nature elle est visible essentiellement dans les jardins publics. Un jardin public, c'est un zoo de la nature. Vous avez l'impression que c'est une réserve. Et donc ça fait naître petit à petit, en particulier dans les régions du monde qui sont les plus anciennement riches et les plus anciennement urbanisées, ça fait apparaître des populations pour lesquelles la nature effectivement est en danger. Je veux dire, si vous vivez en plein centre de Paris, vous avez l'impression que la nature est en danger. La nature, vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas. Tout ce que vous voyez, c'est du béton partout. Tant vous voyez un arbre. Si vous vivez dans l'Ariège, le principal danger, c'est que c'est l'arbre qui pousse trop et qui risque de menacer le toit de la grange, c'est celui qui risque de tomber sur le chemin de la châtaigneraie, c'est le fait de devoir en permanence un défi de se déplacer au milieu d'une nature qui est tentaculaire et qui pousse dès que vous avez le dos tourné. Donc c'est une perception du monde qui est totalement inverse. Et à l'échelle collective, véritablement, ça vous explique comment est-ce qu'on arrive à cette espèce d'obsession malthusienne pour l'environnement et obsession maladive, qui est la même obsession que les rats de Kaloun, c'est-à-dire c'est le fait qu'on
On a l'impression, et vous avez surtout une proportion de la population de plus en plus importante, qui a l'impression que ça ne peut pas durer, ce n'est pas soutenable, on ne peut pas vivre dans ces conditions-là. C'est quelque chose qui vient de très loin. Et c'est d'une certaine manière effectivement pas rationnel, mais disons que c'est pas rationnel parce que c'est pas conscient. Si vous réfléchissez au problème, effectivement, c'est pas le cas. Mais la plupart du temps, on ne réfléchit pas au problème. On agit, vous savez, autrement. Moi, je veux dire un truc très bête. Je n'étais pas du tout stressé par l'idée de venir parler ici. Je savais très bien ce que j'allais dire, pas de problème. Pourtant, une demi-heure avant de me mettre à parler, tout d'un coup, j'ai mon rythme cardiaque qui s'est accéléré. Et j'arrive ici, je me dis c'est complètement idiot, pourquoi être stressé? Mais parce que c'est mon cerveau qui travaille comme ça, c'est pas moi qui décide. Et ça fonctionne comme ça pour énormément de choses. Donc ça, je dirais, parce que j'ai plusieurs raisons, mais ça, c'est, on va dire, la raison la plus fondamentale qui fait que nos sociétés occidentales, et en particulier européennes, sont particulièrement réceptives à tous les discours qui pointent l'abondance comme un danger, si vous devez retenir ça. Ensuite, il y a d'autres choses qui viennent encore faciliter ça dans le parcours, on va dire, européen. Il y a un autre problème, c'est le problème, c'est un problème conjoncturel de clivage politique. Alors ça, c'est notre truc. Je fais un bouquin sur l'histoire du clivage politique et comment ça fonctionne. Alors, je n'ai pas du tout le temps de vous faire le détail parce que je n'ai pas 3 heures. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans les clivages politiques, c'est que ça dure à peu près un siècle. Vous avez des débats politiques qui durent à peu près un siècle. Au 19e siècle, la grande question, c'était régime républicain ou régime républicain libéral ou régime traditionnel, hiérarchisé, monarchique, organique, on va dire. Au XXe siècle, la grande question, ça a été de savoir capitalisme ou communisme. Et en fait, toutes ces idéologies elles-mêmes, je suis un grand pourfendeur de l'idée que les idées mènent le monde. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Je crois que les idées sont en général des rationalisations d'instincts beaucoup plus profonds. Et en réalité, vous apercevez que toutes les idéologies sont en général l'habillage d'une classe de la population qui n'existait pas lorsque l'ordre sociopolitique a été établi et qui donc étant apparu cherche à le renégocier à son avantage. Donc grosso modo, le combat du 19e siècle, c'est celui de la bourgeoisie qui cherche à monter. Le combat du 20e siècle, c'est le prolétariat qui cherche à monter. Et ça se résout dans la mise en place de l'État-providence. Depuis la fin du XXe siècle, vous avez plus de discussions politiques fondamentales. C'est pour ça qu'on va sur des questions sociétales, etc. Parce que ce qui est très intéressant avec le clivage politique, c'est qu'il continue de tourner. Ça répond là aussi à des mécanismes fondamentaux. Et donc, quand vous avez des gens qui ont une mentalité, on va dire, parce que c'est une disposition d'esprit aussi, qui sont plutôt de gauche, c'est-à-dire qui cherchent le changement, c'est une mentalité qui cherche le changement, elles ont tendance à aller chercher, je ne sais plus quel philosophe américain disait ça, c'est un petit peu comme si Georges, après avoir tué le dragon, allait chercher un autre dragon, parce qu'il ne savait plus quoi faire. C'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire c'est aussi des instincts qui tournent, et donc il faut d'autres. Et donc ça vous explique que depuis le début du XXe siècle, on est allé chercher des minorités comme toujours plus insignifiantes pour les intégrer au jeu politique. C'est-à-dire que l'idée toujours c'est de chercher quelqu'un. Bon. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je veux dire, à chaque césure de clivage, on va dire, à chaque fois que vous avez un clivage qui va être remplacé par un autre, vous avez une espèce de période de latence comme ça. C'est-à-dire à la fin du 19e siècle, tout le monde était à peu près d'accord sur la République libérale dans les années 1880, et il a fallu attendre le début du 20e siècle pour avoir la montée effectivement du socialisme politique, avec la création de la SFIO en 1905. Avant ça, vous n'aviez rien, vous n'avez pas d'offre véritablement politique ouvrière. Et dans ces périodes-là, vous avez donc une tendance à aller chercher donc, des combats un peu autres. Et c'est toujours le moment, effectivement, où il y a des questions sur l'écologie qui se posent. Et donc, en particulier, vous avez eu les libertaires de la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, en particulier autour d'une figure qui s'appelait Élisée Reclus, qui était, alors que c'était peu répandu à l'époque, qui était un végétarien, qui était un libertaire, qui était un nudiste aussi. Hein. Il avait beaucoup d'idées très libertaires comme ça, et qui était pour l'amour libre, enfin, tous ces genres de choses-là. Et la gauche a été très séduite par ça à ce moment-là. Et puis derrière, vous avez le rouleau compresseur marxiste qui est arrivé, qui lui, contrairement aux écologistes d'Élisée Reclus, avait une classe sociale sur laquelle s'appuyer, qui était la classe ouvrière, et donc tout ceci a été balayé. Nous, depuis la fin du XXe siècle, il n'y a plus de classe sociale à gauche qui monte et qui a besoin de chercher quelque chose, ou plutôt il y en a une qui est en train de monter dans l'Occident en général, c'est la population immigrée. Et la population immigrée, elle aussi a tendance à générer sa propre idéologie. On la voit d'ailleurs, elle monte de plus en plus. Et toutes les idées qu'on appelle à tort indigénistes, parce qu'en réalité c'est plutôt allogéniste par rapport aux populations européennes. Mais toutes ces idées-là sont destinées vraisemblablement à remplacer politiquement
l'écologie qui est un petit peu un combat de l'entre-deux. Et en fait, vous le voyez déjà dans le glissement qu'il peut y avoir à l'extrême gauche, en particulier chez LFI, depuis un an, où vous voyez que la question palestinienne, par exemple, prend de plus en plus de place au détriment de la question écologique. La question écologique est toujours là, ça sert un peu de lien au NFP, mais c'est plus ça tellement qui est important. Donc en plus, si vous voulez, ça c'est le deuxième effet, en plus de cette réceptivité des populations, vous avez ce moment écologiste particulier qui a émergé finalement depuis, on va dire, depuis les années 80, c'est-à-dire le moment où l'État-providence a été véritablement achevé et généralisé à l'ensemble de la société européenne, en tout cas d'Europe de l'Ouest, et ensuite ça s'est étendu, ça a commencé de s'étendre à l'Est. Donc ça, j'aurais aimé le détailler plus, mais je n'ai pas le temps de parler beaucoup plus de ça, mais c'est le deuxième effet. Alors, dernier effet maintenant, il y a aussi une autre chose, à propos des élites européennes en particulier, mais c'est vrai aussi des élites de la côte Est, par exemple, américaine, c'est que l'écologie, ou une partie de l'écologie, est devenue une espèce d'idéologie clé en main qui a un grand intérêt. C'est qu'elle permet, et en fait c'est le fait de... c'est toujours ce qu'essaient de faire les élites, c'est que c'est une idéologie qui permet d'anoblir le mode de vie des élites. D'ailleurs, de manière générale, toute élite a tendance à glorifier son propre mode de vie. C'est-à-dire c'est ce qu'elle est déjà, elle va trouver des moyens rationnels d'expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mieux, pourquoi c'est plus moral de vivre comme les élites. Donc par exemple, c'est plus moral de prendre son vélo pour aller travailler que de prendre son diesel. Voilà. C'est un pur hasard si ce sont les élites urbaines qui prennent leur vélo pour aller travailler et si ce sont les prolos de province qui prennent leur diesel pour aller travailler. C'est un pur hasard. Ça n'a évidemment aucun lien avec ça. Vous avez le transport en commun qui est entre les deux, mais ça fait moins élite que le vélo. Parce que le vélo, c'est vraiment que vous êtes juste à côté. Et puis en plus, ça vous évite d'être avec le peuple dans le métro. Donc c'est vraiment mieux le vélo. Et donc en fait, si vous réfléchissez à beaucoup de choses comme ça sur l'idéologie et sur ce qu'on me présente comme morale dans le cadre d'un mode de vie écologique, vous apercevez que ça a tendance, bizarrement, à recouper complètement ce qui est déjà le mode de vie des élites urbaines qui l'adoptent. Et donc, ils vont expliquer que c'est très moral. Et en même temps, l'avantage, c'est que ça permet d'aller dire aux prolos de province, aux gilets jaunes, on va dire, que lui, il n'est pas moral. Donc en plus, déjà, on le laisse parler, c'est gentil, mais il est totalement immoral et c'est un gueux. Et donc il y a véritablement cette idée-là. Et ça marche dans tous les sens, je veux dire. Ça vous explique aussi pourquoi, alors que dans les notabilités de province, parce que vous avez, dans une petite ville de province, vous n'avez pas le même mode de vie, vous n'avez souvent pas de transport en commun, vous n'allez pas forcément travailler en vélo, vous prenez quand même votre voiture, mais les gens votent quand même écolo. Pourquoi ? Parce que ça permet comme de voter de la même manière que votent les gens dans le centre-pouvoir. Et donc quelque part, vous êtes une élite. C'est comme au XVIIIe siècle, quand vous vous teniez au courant de la mode, vous étiez un bureau de province, vous n'aviez pas grand-chose, vous aviez le toit de la masure qui était crevé, mais vous suiviez la mode de Versailles et vous vous habilliez comme on s'habillait à Versailles, même si vos conditions de vie étaient plus proches de celles du paysan qui était à côté, mais vous vous distinguiez de lui en ayant ce critère de distinction sociale. Cette idée écologiste, souvent, elle a un petit peu ce ressort-là aussi, c'est-à-dire ça sert de distinction sociale. Et ça sert de distinction sociale en interne, c'est-à-dire par rapport aux élites européennes, par rapport à la population de l'Europe périphérique, ça sert aussi de distinction à l'échelle mondiale, parce que vous aurez remarqué que depuis 15-20 ans, on a de moins en moins de supériorité technologique par rapport aux Indiens et aux Chinois. Donc on ne peut pas tellement aller leur expliquer que nous on sait, comme au 19e siècle, parce que nous on a la machine à vapeur. Donc on va aller voir parce que nous on sait, parce qu'on est plus moraux, c'est-à-dire qu'on est plus avancé qu'eux quand même. Nous on a vu où ça menait le développement, donc on a déjà développé une conscience là-dessus. Donc ça permet de conserver, si vous voulez, une espèce de surplomb moral comme ça, pour expliquer aux gens. Alors ça permet ça et ça permet autre chose aussi. Ça permet aussi de vivre ou de rationaliser le déclin. Parce qu'en Europe, on décroche assez clairement, notamment par rapport aux États-Unis. Et le truc, c'est que ça permet de dire, oui, mais nous, on est moraux. Nous, on fait attention. Alors, on ne consomme pas, on ne prend pas, tout ça. Et c'est un peu à rapprocher d'une certaine piété dans les pays musulmans au 19e, 20e siècle. C'est-à-dire que cette idée-là, oui, d'accord, l'Occident, ils sont plus développés que nous, mais bon, ils ne sont pas moraux, ils sont décadents, etc. Donc c'est devenu véritablement cet outil idéologique d'une élite qui n'a pas tellement d'autres moyens de se distinguer de la population, parce que nominalement, nous vivons dans des démocraties libérales où il n'y a plus de différence de caste. Donc à partir de là, il faut trouver d'autres moyens de se distinguer. Et en même temps,
Ça permet aussi donc de rationaliser en quelque sorte le déclin. Ça permet aussi de préserver un certain nombre de rentes, mais je vais pas aller vers ça parce que je pense que je serai trop long. Donc si je dois résumer en fait les 3 thèmes que je vous ai donnés, il y a le premier qui est le principal, le plus fondamental, celui qui explique la réceptivité de nos populations. C'est un sentiment diffus, si vous voulez, une espèce de terreau favorable dans la population qui est que l'abondance ne peut pas durer et que la faire durer est dangereux. Vous avez ensuite, au plan de l'évolution du clivage politique, un espace favorable à gauche pour la poussée de l'écologie, de l'idéologie écologiste en l'absence d'un clivage sur autre chose. Ça, a priori, c'est sur le point de se terminer. Et dernièrement, une réceptivité du centre et des élites parce que ça va dans le sens de leur distinction sociale. C'est les grandes choses qui font, selon moi, la force de l'écologisme aujourd'hui, de son autorité sur la population. Alors, est-ce qu'il est possible de sortir de ça? Bon, sur l'aspect politique, j'ai dit qu'a priori, ça va évoluer. Les élites, ça peut toujours changer. Le principal problème, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire cette peur de l'abondance. Parce que pour moi, ça nécessiterait vraiment une pédagogie très importante pour pousser une majorité de la population à sortir de ce que lui dicte son instinct en réalité sur la pérennité, la viabilité de la civilisation moderne. Souvent on dit, j'ai entendu tout à l'heure encore, on parle des écolopastèques qui chercheraient à utiliser l'idéologie pour refaire passer des idées marxistes. Je ne crois pas du tout ça. Je pense que les écologistes militants, y compris très très militants, y compris Sandrine Rousseau, sont en réalité tout à fait de bonne foi. Ils pensent véritablement que l'humanité est en danger, véritablement que ce n'est pas tenable et véritablement que tout va s'effondrer. C'est d'autant plus pour ça que c'est dangereux d'ailleurs, parce qu'ils le croient véritablement et vous pouvez leur démontrer tout ce que vous voulez, encore une fois, leur proposer des solutions techniques. Ils vous disent non, j'en veux pas parce que ça va accentuer le danger. En gros, plus vous proposez d'abondance, plus vous obtenez ce réflexe en retour. Et ça, je ne vois pas bien comment est-ce qu'on peut y revenir, à part en faisant ce que j'appelle d'une certaine manière notre analyse psychologique politique, c'est-à-dire faire des examens de conscience pour se détacher de tout ce qui est nos intuitions erronées. Donc pour donner le mot de la fin, je dirais que l'environnement est une préoccupation permanente de l'être humain, qui, comme toute espèce, a un intérêt vital à ne pas épuiser son milieu. On trouve ça encore à toutes les époques, tous les lieux, des peuples pasteurs d'Afrique jusqu'aux rues de Paris au XVe siècle. Il faut savoir, dans les rues de Paris au XVe siècle, les rois faisaient des édits sur le principe pollueur-payeur à propos de la Seine, ce qui vous montre que c'est un vieux problème, en disant qu'il ne fallait pas jeter de choses dans la Seine et que ceux qui jetteraient des choses dans la Seine seraient condamnés à payer le nettoyage. On a des édits de Charles VII là-dessus de mémoire. Mais la vision catastrophiste et inéluctable, fatale, qui est donc contemporaine, c'est une exception. Et c'est assez néfaste pour moi, effectivement, à combattre parce que ça ne prône pas l'ingéniosité et le travail, mais le renoncement et la résignation. Donc mon mot de la fin, ça sera que si l'écologie est un combat, l'écologisme, hélas, c'est un défaitisme. Merci. Alors, les questions. Ouais, on a 5 minutes de questions. Ah, M. Charlez. Alors, deux choses qui abondent dans votre sens. Je me réfère à la dernière étude de l'INSEE sur la perception du climat par la population. Donc, il y a environ aujourd'hui 38% classés dans la catégorie des climato-sceptiques. C'est 8% de plus qu'en 2021. Et en fait, 80% de la population est une population plutôt populaire et ouvrière qui vote à 90% pour le Rassemblement national. Donc voilà, ça confirme ce que vous dites. La deuxième chose, vous ne l'avez pas mentionné, vous l'avez mentionné indirectement, c'est le principe de Javon. Donc, c'est-à-dire le principe de Javon, c'est le principe effectivement que le technosolutionnisme renforce la consommation. Donc on sait que, par exemple, quand on a, dans les années 70, réduit la consommation d'essence des voitures, ça a encouragé la consommation d'essence. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un espèce d'effet d'entraînement qui joue, et donc ces deux facteurs, je vous les mentionnais, vont tout à fait dans votre sens. Ça, dans le même ordre d'idées, on a observé que les aides à l'isolation, notamment en Allemagne, des
des logements n'ont pas entraîné une baisse significative de la consommation d'énergie. Voilà. Alors ensuite. Wow. Alors, pour compléter, pour faire avancer la discussion, on a aussi, je crois, un élément qui explique notre frilosité. C'est aussi quelque chose d'assez nouveau, c'est l'aversion au risque. Vous disiez, on vit une période de longue paix, et donc on n'est pas préparé à avoir des catastrophes qui nous tombent dessus, et on a l'impression que ça pourrait être fragile, et qu'on risque de le perdre à tout instant. Et est-ce que ça peut expliquer ça aussi? Est-ce que c'est vraiment nouveau dans l'histoire qu'on soit dans une période où, finalement, effectivement, d'une façon générale, les choses aillent bien, et donc si les choses vont bien, c'est que, comme pourraient dire les Shadocks, c'est que ça risque d'aller moins bien demain? Alors, c'est la première fois que c'est à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que le problème d'effondrement démographique, parce que du coup, je n'ai pas insisté là-dessus, mais très clairement, on va vers un effondrement démographique à l'échelle mondiale. Effondrement démographique, on a déjà eu 2 dans l'histoire de l'humanité, des effondrements comme ça, c'est-à-dire des effondrements durables. On a eu des épidémies où ça dure 50 ans, ça repart, mais comme c'est en période d'augmentation tendancielle de la démographie, ça se voit. En fait, il y en a eu 2, c'est à la fin de l'Antiquité et à la fin de l'âge du bronze. Et à chaque fois, c'est concomitant avec un effondrement systémique de la civilisation. C'est-à-dire qu'en réalité, plus ça va, plus on se rend compte que vraisemblablement, ce qui a fait qu'il y a eu de grands effondrements de civilisation, c'était en fait qu'il y avait déjà une dépopulation. Parce que quand vous commencez à avoir une dépopulation, tout se casse la figure. Parce que vous commencez à manquer de personnel qualifié, et que les sociétés humaines ne sont pas faites pour se contracter. C'est-à-dire qu'une ville, par exemple, une ville humaine, si elle commence à perdre de la population, si elle commence à perdre du personnel qualifié, elle ne peut pas juste diminuer d'échelle, revenir en arrière, elle s'effondre au profit d'autres villes qui vont récupérer la population. Et donc c'est pas tout à fait nouveau, mais ce qui caractérise la fin de l'âge du bronze et la fin de l'Antiquité, c'est que c'était aussi, sur une période d'un peu plus d'un millénaire, la période de stabilité maximale. C'est-à-dire que vous aviez un ordre politique impérial qui contrôlait à peu près tout, vous aviez très peu de guerres, vous aviez énormément d'échanges commerciaux qui faisaient que, grosso modo, il n'y a pas de famine, parce qu'en fait, le meilleur moyen de régler la famine, avant les solutions techniques, c'est le fait de pouvoir importer de la nourriture de là où ça pousse vers là où ça ne pousse pas, et de lutter contre les aléas climatiques comme ça. C'est comme ça qu'à partir de la Révolution française, en gros, il n'y a eu plus de famine en France, tout simplement parce que vous n'aviez plus besoin de payer des fortunes pour faire monter le grain du nord au sud et le faire descendre dans le sens inverse. Donc, c'est inédit par le degré qu'on atteint, mais ce type de situation non. Je pense avoir identifié donc, dans ces 2 cas précédents le même ressort. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne voit pas trop du coup comment on peut y remédier. Parce que vraiment, je pense que le souci principal aujourd'hui, ça devrait, parce qu'on parle du climat, honnêtement, le souci principal aujourd'hui, si on s'inquiète de la stabilité de la civilisation, ça devrait être la question de la dépopulation. C'est pour ça qu'Elon Musk en parle sans arrêt, il a raison. Le fait d'aller vers une dépopulation, c'est ça qui est le principal danger pour la civilisation. Mais comme je l'ai dit, les gens qui font de plus de collapsologie, eux, ce qui les inquiète, c'est la planète, c'est pas tellement la population. Et donc, ces gens-là, ils ne vont pas lutter contre le collapsus démographique parce qu'ils pensent que ça ramènera un état d'équilibre positif. Donc c'est pour ça que la lutte est quand même assez compliquée. Alors. Vous avez parlé des élites et de leurs croyances en l'écologie. J'ai pas pu m'empêcher de penser à la théorie des croyances de luxe de Rob Anderson. Et je ne sais pas si c'est le lieu de l'expliquer ici, mais si vous connaissez cette théorie, est-ce que vous ne pensez pas que l'écologisme appartient à cet ensemble des croyances de luxe qui permettent de se distinguer en fait du bas peuple en adoptant des positions qui ne causent aucun problème à ceux qui les véhiculent? Alors si, ça en fait partie. En fait, l'idée des croyances de luxe, tout simplement, c'est des croyances qui normalement devraient vous coûter très cher si vous les mettiez en pratique, mais c'est pas grave, ça vous coûte rien. Donc, comme croyances de luxe qui sont souvent avancées par les critiques de la croyance de luxe, il y a par exemple l'idée que, effectivement, par exemple, que l'immigration est une chance. Et on dit qu'en général, ça vient de gens qui, eux, se barricadent dans des quartiers qui sont très homogènes ethniquement, par exemple. Et les croyances de luxe, effectivement, ça sert à ça. Il y a tout un tas de domaines. La distinction sociale, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Un truc qui me fascine, c'est que
plus personne parle de Bourdieu. Bourdieu, il a un petit peu, au moment où il a publié son bouquin La Distinction, il est sorti un peu, puis on a l'impression que toute la gauche l'a bazardé au moment où ils ont fini par se rendre compte que ça s'appliquait aussi à eux, l'idée de distinction. C'est-à-dire l'idée que nos goûts sont des dégoûts, c'est-à-dire qu'on adopte un certain nombre de choses pour se signaler socialement. Et c'est vrai dans un tas de domaines, c'est vrai dans une bonne partie de l'art contemporain notamment, avec cette idée que l'idée c'est essentiellement de se distinguer de quelque chose. Pour l'art contemporain, je ne vais pas parler trop de ça, mais pour en dire 2 mots, pour comprendre le mécanisme, le problème de l'art, c'est que depuis le XXe siècle, vous avez accès au beau extrêmement facilement. Si vous voulez vous faire des posters de tableaux du Louvre, c'est hyper facile. Donc le problème, c'est qu'avant, le beau, c'était très cher. Donc le beau, ça permettait de distinguer socialement. Le beau ne permet plus de distinguer socialement parce que le beau est extrêmement accessible. Donc ce qui est devenu un moyen de se distinguer socialement, au contraire, c'est le lait. Mais le lait derrière lequel on va faire semblant de voir qu'il y a une démarche. Donc peu importe qu'il y en ait une, l'important c'est de dire que c'est une démarche. Si vous dites que ça n'a aucun sens, vous êtes un prolétaire. Voilà. C'est un choix, c'est une bifurcation idéologique. C'est Franck Lepage, que j'aime beaucoup, qui a des propos très intéressants là-dessus. C'est exactement ça. Et donc les croyances de luxe, c'est ça. Et effectivement, l'écologie a tendance à se mettre au rang de ces choses-là, mais toujours dans une certaine limite. C'est-à-dire que à partir du moment où la croyance implique un prix à payer, là, vous voyez par exemple, si vous êtes très riche et que vous prenez votre jet privé, alors pour le coup, il n'y a que les prolétaires qui vont aller dire mais c'est pas normal, lui il prend le jet privé, c'est pas bien. Mais si, il peut parce qu'il est riche. Et donc en fait, le truc c'est que s'il est riche, ça veut dire qu'il est puissant. Et donc prendre un jet privé pour faire Paris-New York, c'est prestigieux. Ça montre que vous êtes dans le cercle des élites, donc ça c'est très bien, on ne vous le reproche pas. Prendre l'avion pour faire Paris-Toulouse, c'est provincial, parce que ça veut dire que vous n'habitez pas à Paris, si vous voulez, donc c'est pas la même chose. Donc, non mais il faut se rendre compte à quel point c'est ça, c'est-à-dire que si vous prenez ce logiciel de distinction sociale, vous comprenez toutes ces contradictions, et vous comprenez aussi pourquoi ça ne sert à rien d'aller expliquer à des gens qui défendent ces croyances devant vous à quel point c'est contradictoire, parce qu'ils s'en foutent. C'est pas le sujet, ils ne demandent pas quelque chose qu'ils savent vrai, ils ont besoin d'un truc qui permet de se distinguer socialement. Donc que ce soit vrai fondamentalement, que ce soit cohérent, c'est pas du tout le problème. D'ailleurs, Philippe Fabry a pris le train pour venir. Tout à fait. On félicite son acte et je trie de mes militant écologiste. Alors, la dernière question, après on fait une petite pause. Oui, très très brièvement, par rapport à la question sur l'art, il est quand même, je dirais, dénoncé par un certain nombre de livres sur le sujet depuis, je dirais, plusieurs dizaines d'années, que la question de l'art contemporain est une imposture complète, et une imposture qui est, je dirais, accentuée par les puissances de l'argent, par les Bernard Arnault et compagnie, et où aujourd'hui c'est quand même encore l'esthétique du lait qui prévaut. Donc après le beau, comme vous dites, qui coûte pas cher, il y a l'esthétique du lait qui coûte des sommes pharaoniques. Et dernièrement, chez Christie's et chez Sotheby's, il y a eu de l'art, comment dirais-je, fabriqué par ordinateur, qui est parti à 1 million d'euros. Donc sans du tout travail de la main, complètement, je dirais, dématérialisé. Voilà. Et on instrumentalise post-mortem les artistes célèbres pour faire des duplicata ou des œuvres dans le style de. Et donc c'est quand même, on a l'impression que ça n'a pas de fin et que par rapport aux véritables, entre guillemets, véritables artistes qui travaillent avec leurs mains et avec leur esprit, il n'y a pas de solution, quoi. Enfin, c'est une grande casse, quoi. C'est une grande casse qui continue à être organisée. Et c'est dramatique. Ce genre de toute façon d'écosystème finalement de validation élitaire, ça change en général quand vous avez un changement d'élite. De toute façon, c'est très simple. C'est comme ça que ça change. Et effectivement, tant que ça vous permet de défiscaliser des millions, d'avoir un enfant qui fait des dessins. Alors il faut que le dessin soit validé par le système. Donc il faut qu'il y ait le ministère, il faut qu'il y ait les salles, etc. Donc c'est organisé. Mais ça aussi, ce sont des problèmes effectivement qui sont plus sociologique qu'autre chose.